Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'UDR. Nous avons le plaisir, la chance d'accueillir notre président, Éric Ciotti. Bonjour. Bienvenue Éric. Merci. Merci de ta présence dans notre podcast, dans une journée qui est chargée, puisque dans quelques minutes, tu vas te rendre à Matignon, rencontrer François Bayrou, le Premier ministre, dans le cadre de sa grande consultation. Quel sera le message d'Éric Ciotti et de l'UDR ? Un message simple. D'abord, je n'accorderai pas ma confiance à François Bayrou. Et au-delà de lui, je n'accorderai pas ma confiance à Emmanuel Macron, qui est le responsable de la situation chaotique que rencontre notre pays aujourd'hui, qui s'aggrave. La France est au bord de l'abîme. Et si nous sommes dans cette situation, il y a un responsable, un coupable, c'est le président de la République, élu en 2017. Le deuxième message, parce que nous sommes dans une approche constructive, sérieuse, réaliste. Nous sommes un parti d'opposition. Nous voulons que ceux qui ont failli et conduit le pays sur ce chemin du déclin soient renversés et ne continuent plus à gouverner parce qu'ils ont une lourde responsabilité dans la situation. Mais le deuxième message, c'est de donner au Premier ministre notre plan de réduction des dépenses publiques. Un plan on voit de plus de bien 100 milliards, je crois. La grosse ficelle de communication. Aujourd'hui, ce que fait François Bayrou correspond à l'envoi de sa lettre de démission. Il savait très bien, lorsqu'il a annoncé le vote de confiance, qu'il ne pouvait recueillir cette confiance. Donc il a démissionné et il habille cette démission d'une espèce de paravent de communication où il apparaît, où il souhaite du moins apparaître comme un homme courageux, audacieux, qui prend à bras-le-corps la situation catastrophique des finances publiques. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il est, parmi d'autres, lui qui a voté Ségolène Royal en 2007, pire, qui a voté François Hollande en 2012, appelé à voter François Hollande, se mobiliser, qui a appelé à voter et s'est retiré pour Emmanuel Macron, son premier soutien en 2017. Et la dette, depuis 2012, elle est passée de 1 900 milliards d'euros à 3 300, un peu plus aujourd'hui, donc 1 400 milliards de plus. Et la projection de la dette, à la fin du quinquennat Macron, si ça va au bout, 2027, ça sera 3 800 milliards d'euros. Ça veut dire que la dette, sur cette période, aura doublé du fait de M. Hollande, surtout de M. Macron, et avec la complicité de M. Bayrou. Donc aujourd'hui, on est très clairement dans une espèce de marché de dupes. M. Bayrou veut se refaire une virginité. Il a annoncé ce plan de mesures avec des cibles très politiciennes et très idéologiques. Il s'en prend aux retraités alors qu'il épargne les émigrés. Aucun effort sur l'immigration, tous les efforts sur ceux qui travaillent, c'était les 2 jours fériés, et ce qui ne serait pas payé, qui serait supprimé, et sur nos retraités qui ont un contrat social avec le pays. Donc on a cette situation totalement injuste, là où nous portons un véritable plan d'économie de 100 milliards. 100 milliards d'économies. Alors comment est-ce qu'en France, nous pouvons aujourd'hui, sans faire peser le poids de ces économies sur les actifs et les retraités, économiser 100 milliards ? Il faut du courage. D'abord, premier volet, c'est le coût de l'immigration. Vous savez que le groupe UDR a déposé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour enfin établir de façon incontestable le coût de l'immigration, que j'estime pour ma part entre 40 et 50 milliards d'euros par an, pour la France et pour nos finances publiques. Nous avons mis en place 2 mesures dans notre plan d'économie. D'abord, des prestations sociales différenciées pour les étrangers, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas, il n'y a aucune raison qu'ils aient des prestations sociales aujourd'hui. Dès le premier jour de leur arrivée, ils bénéficient d'allocations familiales, d'allocations logement. C'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'il faudra renverser. Il faudra une réforme constitutionnelle, mais nous disons très clairement, les étrangers qui sont en France n'ont pas de prestations sociales. Elles sont réservées aux nationaux ou aux Européens. Ceux qui travaillent, il doit y avoir aussi un décalage
dans certaines prestations. Donc, nous évaluons à 10 milliards les économies sur les prestations sociales. Nous évaluons ensuite à 10 milliards sur le coût de l'immigration, l'AME, qu'on veut transformer en AMU, tous les dispositifs de prise en charge des soins, l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. 50 000 lits d'hôtel sont loués chaque nuit en Île-de-France pour un coût uniquement pour la préfecture d'Île-de-France d'1,2 milliard d'euros. Donc là, nous évaluons à peu près 10 milliards également les économies de ce côté-là. Je rajouterai dans ces 10 milliards les subventions aux associations pro-migrants pour plus d'1 milliard d'euros. Donc il y a des gisements importants d'économies. Deuxième volet, nous voulons un grand plan de simplification en supprimant une multitude d'organismes qui aujourd'hui ne produisent que des normes et des contraintes. Notamment les agences de l'État. Aux agences de l'État, il y a 1200 agences de l'État. Il faut en supprimer la moitié. Ces agences sont improductives et coûteuses. Il faut supprimer, ce n'est pas une agence de l'État, mais par exemple les conseils économiques et sociaux régionaux et le Conseil économique et social national. Ça nécessitera une réforme constitutionnelle, mais il faut la faire. Là, on est sur plusieurs centaines de millions d'euros d'économies. Il faut ensuite, troisième volet, une réforme de l'organisation territoriale. L'UDR a porté cette grande réforme, fusion département, région, métropole dans une seule entité, province, qui en gros épouserait les périmètres des départements. Il pourrait y avoir des départements qui seraient réunis, regroupés s'ils le souhaitent. Là, nous prévoyons, avec cette réforme territoriale, pour les collectivités aussi, mais aussi pour l'État, avec un seul préfet, plus de préfet de région, un préfet de province, qui dirigerait toutes les administrations, donc plus de recteurs, plus d'ARS, plus de DREAL, plus de tous ces bidules et ces machins qui créent des normes, qui créent une administration qui empêche d'investir pour les entreprises, d'entreprendre pour nos citoyens. Donc, nouvelle organisation territoriale. Là, on a un gain aussi autour de 5 milliards d'euros. Ensuite, nous voulons engager une réforme sur les participations de l'État à l'extérieur du pays. Contribution à l'Union européenne, 26 milliards d'euros, qui a doublé quasiment au cours des dernières années. Donc nous voulons réduire de 5 milliards cette contribution. Sur l'aide française au développement, nous voulons là aussi réduire considérablement le financement de projets qui n'ont aucun lien avec l'intérêt général du pays. Donc là aussi, on arrive à une économie autour de 10 milliards d'euros. Enfin, nous voulons vendre des participations de l'État, aller vers des privatisations. Alors, privatisation, ce sont de l'audiovisuel public en grande partie, c'est un gain de 3 milliards d'euros. Nous voulons aussi limiter les participations de l'État, à travers l'Agence des participations de l'État, à plusieurs entreprises privées qui n'ont aujourd'hui plus aucun sens. Nous voulons enfin limiter certaines aides qui sont des effets d'aubaine pour ceux qui en bénéficient au travers des niches fiscales ou au travers de certains crédits d'impôt, le crédit d'impôt recherche pour la grande distribution ou pour les assurances, ne participe pas forcément de façon évidente et naturelle à la croissance, à la recherche et à l'investissement. Enfin, nous avons beaucoup travaillé au cours de nos 2 forums des libertés sur cette réduction massive des dépenses et sur cette diminution aussi des prélèvements qui seraient source d'une nouvelle croissance. Parce que réduire les déficits, c'est bien sûr réduire les dépenses, mais c'est aussi générer de la croissance. Parce que plus la production de notre pays sera élevée, plus on produira, plus on créera de la richesse, plus les déficits seront aussi réduits. Parce qu'il faut agir autant sur le numérateur, les dépenses qu'il convient de diminuer, que sur le dénominateur, les recettes, la production qu'il convient d'accroître.
Et nous avons là aussi ce plan de libéralisation de l'économie, de suppression des normes, des ZFE, des ZAN, tout ce qui aujourd'hui entrave la liberté. La suppression de ces normes qui nous coûtent 4 points de PIB généreront une croissance beaucoup plus forte. Dernier élément que j'avais omis dans la diminution des dépenses, la fin des aides aux énergies renouvelables, notamment l'éolien maritime, qui aujourd'hui va coûter 5 à 6 milliards d'euros par an, sans aucune utilité pour le pays, parce qu'on a la chance d'avoir le nucléaire, la filière nucléaire. Donc nous supprimerons aussi des aides qui sont des effets d'aubaine pour certaines entreprises qui se sont goinfrées dans ces secteurs, et nous veillerons à ce que ces aides ne conduisent pas à une augmentation du prix de l'énergie et des tarifs de l'électricité. Donc, réforme de l'État, baisse des participations pour l'étranger, Europe et aide au développement, coût de l'immigration, et notamment tout le volet social. Je rajouterai l'engagement contre la fraude sociale et fiscale. On arrive à 80 milliards d'euros et on rajoute 20 milliards sur les ventes, les privatisations que l'on pourrait faire. Voilà, donc on a ce plan pour 2026. Ce plan, il n'est pas nouveau. 100 milliards d'euros. L'UDER est force de proposition depuis des mois sur les questions budgétaires. Je crois que notamment sur les questions liées à l'immigration, des échanges ont déjà eu lieu avec le Premier ministre, le ministre de l'économie de l'époque. Quelle est la position de l'exécutif sur ces sujets? Et faut-il demain... C'est une fin de non-recevoir. Je me rappelle une conversation avec le ministre de l'économie, Éric Lombard, quand je lui ai dit vous appelez les retraités à faire des efforts, des indexations des retraites, suppression de l'abattement de 10% de l'impôt sur le revenu pour les retraités, mais vous ne demandez aucun effort aux étrangers qui bénéficient de toutes les prestations, et notamment des soins gratuits à 100% pour les clandestins, ou le pass Navigo pour les clandestins en Ile-de-France. C'est 120 millions d'euros, qu'on va supprimer, bien sûr. Et là, il me dit, ah non, mais là-dessus, on ne touchera pas. J'ai dit, mais pourquoi vous ne toucherez pas? Il me dit, j'assume la différence avec vous, c'est idéologique. Donc, il y a ce prisme de gauche de ne pas toucher à l'immigration. Et ça, c'est totalement insupportable. Ce prisme de gauche est présent dans ce gouvernement, un gouvernement qui, pourtant, devrait avoir un vote de confiance d'une partie du groupe parlementaire Les Républicains, nos anciens amis. Que dire à leurs électeurs qui, aujourd'hui, voient leurs députés de terrain soutenir un gouvernement de gauche? Qu'ils reviennent à la maison, qu'ils ne peuvent pas se laisser embarquer dans ce suicide collectif. Comment le président de LR peut participer à une réunion autour du président de la République, Emmanuel Macron, qui les appelle à choisir un Premier ministre socialiste? C'est pas possible, c'est pas imaginable. Comment donner une confiance, un blanc-seing, un pouvoir qui a mis la France dans cet état? Parce que j'ai été président de LR, mais ceux qui m'ont précédé aussi, on s'est toujours opposé à toute compromission avec la Macronie. Et au moment où la Macronie est agonisante, où ce pouvoir est en fin de vie, c'est là que LR va collaborer avec le pouvoir, lui donner une espèce de blanc-seing, de prolonger son agonie quelques mois. C'est totalement incompréhensible, irréaliste. Le président Sarkozy l'a dit d'ailleurs, en appelant à ne pas voter la confiance à François Bayrou. Et il a raison. Il reprend quelque part l'analyse que j'ai formulée l'année dernière lorsque j'ai fait l'alliance avec le Rassemblement national. Que le Rassemblement national est dans l'arc républicain. Que 2, il peut gagner les élections. Et que finalement, si on veut gagner les élections, il n'y a pas d'autre solution que s'allier avec le premier parti de France, qui est le Rassemblement national. Ceux qui ne m'ont pas suivi ont préféré s'allier avec M. Macron, et pire, aux élections législatives au second tour, avec les socialistes, les communistes et les amis de M. Mélenchon, qui étaient les moteurs de ce nouveau Front populaire, qui a vu 243 retraits réciproques de LR vers la Macronie, de la Macronie vers le nouveau Front populaire.
c'est pour ça qu'on est dans une situation de crise politique et de chaos politique, parce qu'au second tour des législatives, il y a eu cette alliance contre la honte. Moi, j'ai une alliance claire, à droite, j'appelle à l'union des droites, j'appelle LR à me rejoindre, ils ne font plus rien, ils n'ont plus rien à faire dans ce gouvernement impuissant, immobile, et qui a peur d'agir, qui est dominé par une idéologie de gauche. Et pour sortir de la crise, une possible dissolution de l'Assemblée nationale est annoncée. Quelle est ton analyse? Et si demain, dans le cadre d'une élection quand il y a crise, l'élection est toujours la solution. Aujourd'hui, le problème, c'est Emmanuel Macron. On attend des réponses d'Emmanuel Macron, mais la solution ne viendra pas de Macron, parce que c'est Macron le problème. 15% d'opinion favorable aujourd'hui. C'est lui le problème. Donc, si on prend tous les termes de cette équation, quand il y a crise, c'est le peuple qui doit dénouer la crise. Le pouvoir est responsable de ce qui se passe. Donc moi, j'appelle le président de la République à faire preuve de dignité. Il voit bien que les Français ne le soutiennent plus, ne le supportent plus à bien des égards, qu'il est la cause de ce blocage, qu'on ne peut pas laisser plus longtemps dériver le pays. On est sous la menace d'une crise financière, on est sous la menace d'une crise sociale majeure, peut-être d'une crise sécuritaire avec des violences annoncées le 10 septembre prochain. Voilà, il faut qu'il tire les conséquences sereinement de tout ça et qu'il ait une attitude gaullienne pour remettre son mandat dans les mains des Français. Voilà, c'est ça la réponse. Et dans ce cadre-là, et s'il n'y a pas de réponse, et je pense qu'il n'y aura pas de réponse de ce côté-là, c'est assez probable. À tout le moins, il faut une dissolution. Et en cas de dissolution, l'UDR est-elle prête? L'UDR est prête. Voilà, nous travaillons activement avec nos amis et partenaires du Rassemblement national. Nous préparons la candidature à peu près de 80 circonscriptions d'hommes et de femmes qui porteront les couleurs de l'alliance UDR-RN, mais qui seront UDR, et on aura une candidature unique dans les 577 circonscriptions de France. Merci, Merci à vous.